On dit souvent que vendre ou acheter une maison, c'est la transaction d'une vie. Mais qu'en est-il de la vie de ces professionnels qui vous accompagnent dans vos projets d'habitation et d'investissement? Bienvenue à la sphère immobilière. On se retrouve présentement dans le segment quotidien de courtier. De quoi s'agit-il? Eh bien, comme son nom l'indique, je vais m'infiltrer dans le quotidien d'un courtier immobilier afin de comprendre avec vous les rouages, responsabilités et obligations de la profession. Puis je me suis dit que pour le premier épisode, quoi de mieux que d'aller s'infiltrer dans le quotidien des patrons de courtiers immobiliers, soit les dirigeants d'agence. Venez avec moi. Hey, salut Patrick Joneda. Salut Cédric. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Super. On se retrouve dans les bureaux, même le siège social de Via Capital Partenaire. Qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir aujourd'hui? Bien, on va essayer de vous montrer le travail journalier d'une agence, évidemment que ce soit par les formations, rencontres de courtiers, rencontres de direction. On va vous montrer le rôle, l'importance du rôle d'une agence dans le travail au bénéfice du public. Et on vous souhaite la bienvenue parmi nous. Bon, on ne perd pas de temps, je te suis à l'instant. Bien, viens avec moi. Merci de me rencontrer, Pat. Petite question pour toi. J'ai une promesse d'achat. J'ai pris le rendez-vous avec le courtier, mais là, mes acheteurs viennent de me dire qu'ils ne veulent plus que je présente l'offre. OK. Le courtier il insiste. Oui. En fait, tu dois t'assurer de te ménager une preuve. Une offre d'achat, tant qu'elle n'est pas déposée devant le vendeur, elle n'appartient pas au vendeur. Elle appartient à l'acheteur encore. Okay. Alors, même si ton rendez-vous est pris, que tu es en déplacement, tant et aussi longtemps que tu n'es pas devant le vendeur et que tu n'as pas déposé la promesse d'achat, la promesse appartient encore à l'acheteur. Donc, il peut te demander, évidemment, ça pourrait être un texto, ça pourrait être tout moyen dont tu peux faire la preuve de la réception, à la demande de l'acheteur qui ne veut pas présenter son offre. L'inscripteur, je le comprends, parce qu'il y a un vendeur aussi à qui on doit répondre. Ouais. Et lui, peut-être qu'on pourrait lui envoyer juste une partie de la promesse, simplement, mais pas tous les détails qui sont sur la promesse pour qu'on peut rayer, pour montrer qu'il y avait vraiment une promesse d'achat. Okay. Et à ce moment-là, l'acheteur, c'est son privilège. Il faut s'assurer qu'il t'en fasse la demande, comme je disais, officiellement, parce qu'on doit se ménager une preuve, pas qu'après, il nous reproche « t'aurais dû présenter ma promesse ». C'est juste ça la nuance. OK. Puis, si j'y avais déjà envoyé au courtier? Si elle est envoyée, elle est donc techniquement probablement déposée. Puis là, on va repartir dans le dédale juridique de est-ce que c'est lui qui l'a, il l'a déposé, est-ce qu'il l'a retenu puis il ne l'a pas montré à l'acheteur? Ça pourrait faire des nuances. OK. Alors donc, en principe, on vous le répète, n'envoyez pas de promesse d'achat. Même si le courtier demande d'avoir la promesse d'achat, j'ai pas de problème. Une promesse d'achat, on n'est pas obligé de l'envoyer 4 jours à l'avance. On pourrait l'envoyer une demi-heure, 1 heure avant le dépôt de la promesse d'achat. On s'assure à ce moment-là, en même temps, que l'acheteur est toujours d'accord, prêt à déposer une promesse. Il y en a même qui vont vouloir se retirer en cas d'offres multiples, comme on a connu il y a 1 an où on avait beaucoup d'offres. Il y avait des acheteurs qui ne voulaient plus embarquer dans la danse du combat. Il avait le droit de retirer son offre tant qu'elle n'est pas déposée. Alors, il n'y a pas de bénéfice à l'envoyer trop à l'avance. Des fois, c'est une question de circonstance. Il faut s'y adapter. Il faut savoir qu'il y a un impact. OK, merci. Puis, pendant que je t'ai, une autre petite question. Oui. J'ai une offre en main. On a déjà été visiter la propriété. Sur l'inscription, c'est marqué les visites sont jusqu'à dimanche. Puis, les présentations, c'est lundi. Mais moi, mon délai est de 24 heures. On est mardi. Qu'est-ce que je fais? OK. Encore là, une mise en vente, c'est une offre de la part du vendeur avec des conditions. La question à se poser, est-ce que le prix est négociable? Est-ce que la date d'occupation est négociable? Si la réponse est oui, tout est négociable. Ce qui veut dire que dans l'intérêt du vendeur, objectivement, pour ma mise en marché, je demande à étaler pour maximiser le nombre de vues, de visites potentiellement d'acheteurs, puis j'essaie de structurer des promesses d'achat qui vont être déposées à partir d'un certain moment. Okay. Je représente l'acheteur, je ne suis pas en guerre contre un courtier inscripteur, mais je représente les intérêts de mon acheteur. Lui, ce qu'il me dit, c'est que je veux, mais je suis prêt à faire une offre suffisamment intéressante, mais je voudrais qu'elle soit présentée avant. Alors, comme le prix est négociable,
je peux à ce moment-là, comme acheteur, demander à ce que mon offre soit négociée. Malheureusement, ce que les courtiers doivent comprendre, c'est que ce n'est pas au courtier à prendre la décision pour le vendeur, c'est au vendeur qui doit prendre sa décision. Donc, lui doit être informé, pas du contenu, parce que le contenu, je le retiens, mais que j'ai une offre qui est ouverte jusqu'à demain, 20h, puis mon acheteur n'est pas prêt à prolonger. Le vendeur aura à ce moment-là une décision à prendre. Est-ce que je maintiens ma position que j'attends lundi? C'est son choix, c'est sa décision. Auquel cas, il doit comprendre que peut-être l'acheteur ne sera plus là lundi, peut-être qu'il y sera, mais il y a des choix à faire. C'est lui qui doit les faire et non pas un courtier à prendre la décision. OK. Puis ça, j'imagine que si le courtier inscripteur me dit non, je ne présente pas ton offre, je dois avoir une preuve que c'est le vendeur qui l'a renié. La preuve, on est entre professionnels, donc souvent ce qu'on va vous demander, avisez-nous, faites une demande officielle. La demande peut être faite par les outils qu'on connaît, mais elle peut être faite aussi par courriel, copie au directeur d'agence, moi en l'occurrence, l'autre côté, en mentionnant que si c'est la décision du vendeur, on respecte la décision du vendeur. Lui, il ne peut pas prendre une décision pour son vendeur. OK, je comprends. C'est toujours l'intérêt des clients qui doit être mis en avant-plan. C'est ce que la loi nous resserre constamment, c'est de s'assurer qu'on joue dans le meilleur intérêt des clients. Des deux côtés, c'est toujours les deux côtés. OK, merci Patrick. Plaisir. Je te remercie pour ton appel. Bonne journée. Jonathan, pendant que tu es là. Oui. Salut, tu vas bien? Ben oui, toi? Oui, ça va bien, merci. J'étais en pleine vérification de dossier. J'ai vu que tu avais inscrit une copropriété mise en vente quelque part près d'ici. J'ai consulté la liste des documents dans ta gestion électronique de documents. Je me suis rendu compte, écoute, tout était là, la déclaration de copropriété, les états financiers, les procès-verbaux, la preuve d'assurance. Je pense que où tu t'en vas. Il nous manquait le certificat de localisation et la demande de renseignement du syndicat de copropriété que je suis allé chercher ce matin. Je viens d'aller les numériser, puis ils vont être insérés dans la GED dans la prochaine heure. Tout va être là. Génial. Merci beaucoup pour ta rigueur. Hein? Merci, bonne journée. On se voit à la prochaine formation. Oui, salut. Dernier petit meeting avant qu'on relaxe et on doit préparer la rentrée. Donc, calendrier du mois d'août, même si c'est un demi-mois. Puis la balance de l'année, il y a des grosses activités à prévoir. Fait que je sais pas comment toi tu voyais ça, les formations, qu'est-ce qu'on insère dans le calendrier mensuel, qu'on peut se préparer. Il ne faut pas oublier que le kick-off, qui est quelque part en janvier, il faut déjà noter puis préparer la salle. C'est une journée complète. Donc, puis il faut qu'on trouve un conférencier important. Oui. Puis là, peut-être au niveau du contenu des réunions, là, je vois qu'il y a toutes sortes d'articles qui sortent dans les journaux puis tout ça. Fait que je veux revenir sur l'encadrement puis le resserrement de la loi dans probablement des formations qu'on pourrait donner, soit à l'intérieur d'une réunion. Je ne sais pas comment toi tu vois qu'est-ce qu'on doit faire, parce qu'il y a quand même eu pas mal de changements, puis ça serait bon de faire un rappel pour recentrer, recadrer tout le monde sur la bonne façon de travailler avec le public. Je suis 100% d'accord avec toi. Déjà, je ne t'ai pas avisé, mais j'ai déjà 2 dates de retenue pour des formations qui sont prévues à la mi-septembre puis à la fin septembre. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a une formation qui est prévue sur la copropriété. Ça dure 2 jours. C'est vrai. Avec Maître Yves Jolicoeur. Ça, c'est donné en novembre. OK. Alors déjà là, le calendrier commence à avoir du contenu. Non, super. Parlant de copropriété, ça me fait penser, il faut qu'on monte un petit projet pilote avec quelques courtiers pour le fameux, justement, encadrement. J'ai quelqu'un qui nous offre, qui est un avocat spécialisé dans le domaine de la copropriété, qui nous offre de faire une pré-inspection ou une inspection suite au dépôt d'une promesse d'achat sur toute la copropriété, tout l'aspect juridique, les états financiers, etc. C'est ultra complexe, bien qu'on ait des formations puis qu'on ait des bons aiguillages. C'est une possibilité de rajouter un service qui pourrait être exclusif. Fait que peut-être penser à qui on pourrait avoir dans le groupe pour voir comment encadrer, comment mâcher le travail là, avec lui. On l'aurait évidemment présent avec nous pour ce petit comité-là. On pourrait peut-être l'inviter, si cette personne-là, si ce cabinet-là est prêt à venir nous présenter une formule qui va être vraiment appréciée de tous les courtiers. Puis en plus, ça enlève, parce que ça demeure quand même une expertise, l'examen des dossiers de copropriété. Donc, si on peut confier ça à un avocat ou un notaire, naturellement, je pense que c'est un service qui va être très, très apprécié. Ah non, super. Puis oui, je le veux présent pour pouvoir élaborer comment on fait l'offre sur le terrain. Est-ce que les courtiers décident de l'absorber? Est-ce qu'ils veulent l'offrir aux clients comme une inspection? Parce qu'au fond, c'est une inspection, mais qui est dédiée à la copropriété.
l'aspect technique. Mais oui, j'aimerais qu'il soit présent pour une des OK. réunions. Fait qu'il faudra qu'on voit dans le calendrier comment insérer. Le cédulé. Parce que surtout des réunions mensuelles, ils sont beaucoup plus longues que l'aspect des formations qu'on peut donner, puis ça rejoint tout le monde, évidemment. Fait qu'il faut prévoir à l'avance dans l'horaire qu'est-ce qui va être là, puis qu'est-ce qu'on peut se permettre. Fait qu'il faudrait C'est voir noté. avec ça. Parfait. Je ne sais pas s'il y avait d'autres sujets. Il y a les déjeuners causeries qui sont toujours Oui. importants. J'ai Oui. déjà quelques sujets de récupérer, soit à cause de la une des articles sur les garanties légales, entre autres. Revenir là-dessus, le pourquoi, le comment. On voit qu'il y a des courtiers qui ne sont pas encore au courant. Donc, je veux que nos courtiers soient vraiment bien informés là-dessus pour éviter les problématiques. Est-ce qu'on recommence ça en début septembre? Oui. Puis on maintient toujours deux fois par fois mois? par mois, on fera nos déjeuners causeries, puis OK. on aura, évidemment, il y a ta partie à toi, Oui. est-ce que tu l'insères dans Oui. le 2 fois ou si tu es On va juger ensemble OK. si on a le temps. OK. Puis, dépendant de toutes Ouais, les nouveautés ou C'est ça. l'actualité, là, il OK. n'y a pas Puis de toi, problème. toi, c'est au niveau de la déontologie, fait que c'est ce qu'on appelle C'est ça. ton petit édito Oui, que tu fais. C'est sous Ouais. forme d'un déjeuner, c'est Ouais. donc des échanges. Là, génial. OK, OK. super, parfait. Ça, je pense que c'est Pas mal important de mettre ça en place. Oui. Oui, je me souviens plus dans toutes mes notes parce que je sais qu'on a échangé beaucoup. Oui, Notre prochaine rencontre, notre prochain kick-off, ça, c'est un peu loin kick-off, encore. c'est janvier. Janvier. On va essayer de le laisser passer comme on fait d'habitude la fin d'année. Oui. On a besoin des banques, on a besoin des partenaires pour pouvoir lancer. C'est une journée complète. Fait que oui, il faudrait prévoir une date dans le calendrier, voir les disponibilités. Ça nous prend des grandes salles. Il faut prévoir qu'il y a un dîner qui est fait sur place, plus évidemment les nombreuses conférences qui font toute la journée. Puis idéalement, comme on fait toujours, Valérie ne pouvait pas être avec nous, mais évidemment, on a toujours l'aspect social du bureau qui est important, puis se retrouver, de finir la journée avec une activité qui est plus Ouais, plus relax. détendue, plus relax, Ouais. tout ça, puis qu'on Genre peut team s'amuser. building, là. C'est Ouais, ça. c'est beau. C'est ça. OK, parfait. Ça, c'est pris en note aussi. Excellent. Bon, ben, on est parti. Wow, Patrick, c'est quand même assez rempli une journée de dirigeant d'agence. Effectivement. Puis c'est la pointe du iceberg. Tu sais, c'est énorme tout ce qu'on peut avoir à préparer, à faire, à relire, à comprendre, à interpréter au bénéfice des courtiers, au bénéfice du public, bien entendu. Puis c'est juste la pointe du iceberg, ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Mais justement, qu'est-ce qu'on a manqué, mais qu'on pourrait voir dans le quotidien d'un dirigeant d'agence? Bien, c'est tout. Comme j'explique, c'est la préparation de ce qu'est une réunion, entre autres. Puis particulièrement au cours des 2-3 dernières années, il y a d'énormes changements dans l'encadrement d'une agence. Puis, selon moi, selon la vision qu'on peut avoir au niveau de l'agence, c'est qu'un courtier doit être dédié à la mise en marché, à bien accompagner ses clients. Il doit essayer de comprendre, interpréter les changements de la loi, les règles, la pratique. Mais à un moment donné, tu ne peux pas être partout en même temps. Puis ça te prend une équipe. Puis pour nous voyons comme une équipe en arrière des courtiers pour préparer les changements de la loi qu'on a eu au mois de juin qui faisaient changer complètement la face même de l'industrie. On parle de double représentation, sans rentrer dans tous les détails, ça a été extrêmement complexe pour l'ensemble des courtiers. Ça amène des difficultés sur la pratique de tous les jours. Ces difficultés-là sont souvent basculées vers la direction pour savoir est-ce que j'interprète bien, est-ce que je dois faire telle ou telle chose dans ma pratique ou dans la façon de travailler. Il y a du juridique énormément, donc on doit accompagner. C'est une transaction qui est extrêmement importante, la plus importante de toute une vie, on le répète souvent partout. Ouais. Et donc, les règles se resserrent, puis c'est tant mieux pour le public. Puis en terminant, pour le public, justement, que ce soit des acheteurs, vendeurs, investisseurs potentiels, quelles sont les meilleures ressources pour justement être à jour et être certain que on puisse amener notre projet A à Z en bon terme? Bien, c'est de choisir évidemment un courtier qui est lui-même chevronné avec son expertise propre, qui peut être la copropriété, qui peut être l'achat, qui peut être la vente, mais c'est aussi de s'assurer justement que la direction qui est en arrière est en mesure d'accompagner, de recevoir. On rencontre des clients, on fait de la médiation, on les aide dans des processus. Tu sais, quand j'ai commencé à faire de l'immobilier en 1976, on faisait des clauses. Les clients étaient responsables entre eux des conséquences d'une clause bien ou mal écrite, mal expliquée à la limite. Aujourd'hui, tout ce que je fais comme courtier est encadré et j'en suis totalement responsable. Et maintenant, c'est l'agence qui devient de plus en plus responsable justement pour s'assurer
que le cheminement d'une transaction se passe toujours le mieux possible. Il n'y a pas toujours des accrochages dans des dossiers, mais il y en arrive. Minuscules, très grands. On va le voir dans les prochains épisodes avec des courtiers sur le terrain. Il y a des réactions qu'on doit avoir. Nous, on se doit d'être disponible, on se doit de s'assurer de bien comprendre la loi, parce que après, c'est l'interprétation que les gens en font sur le terrain. Puis c'est là où des fois les erreurs se commettent, soit volontairement, soit involontairement. Les conséquences peuvent être très lourdes. Le rôle de l'agence devient de plus en plus important. Et tu viens de mettre l'eau à la bouche pour les prochains épisodes où ce que justement on va rentrer dans le quotidien des courtiers immobiliers de Via Capital Partenaire. Patrick Joneda, un gros merci et à très bientôt. Un très gros merci à toi aussi. Merci. Si vous avez acheté ou vendu une maison, il est fort possible que vous avez déjà fait une inspection. J'ai le plaisir de m'entretenir avec Stéphane Blanchard, qui est copropriétaire et franchisé d'Amérispec. Salut Stéphane. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Va. J'ai parlé de ton rôle évidemment de propriétaire et franchisé, mais d'abord et avant tout, tu es un inspecteur en bâtiment. Tu m'as dit avant d'enregistrer l'émission que tu faisais ça depuis 1999. Fait que je pense que tu connais ça. Ben oui, j'ai commencé en 1999. Ça a été un début plutôt tranquille, si on veut. J'ai fait une bonne formation. Après ça, j'ai fait un suivi avec mon beau-frère qui était directeur de l'entreprise à l'époque. Puis après ça, ben, au fil des ans, ben, j'ai la confiance s'est bâtie. Tout ça, présentement, j'ai plus de 10 000 inspections de fait là, sur une base personnelle. Wow! Puis, ça en fait des maisons. Ça fait beaucoup de maisons, beaucoup de duplex, beaucoup de gens heureux, gens heureux soit d'avoir acheté, soit heureux de ne pas avoir acheté, dépendant de la maison sur laquelle il avait fait une offre d'achat dessus. Donc, on a une bonne expérience. Je veux aller dans le vif du sujet. C'est quoi le rôle, quelles sont les responsabilités d'un inspecteur en bâtiment, Stéphane? Le rôle d'un inspecteur, là, c'est d'aller puis de. Moi, je compare ça là, à être le grand frère de l'acheteur. Okay. Si le métier n'existait pas, ben, ou quand le métier n'existait pas, plutôt, les gens qui achetaient une maison venaient avec leur oncle qui connaissait la construction, leur père, leur cousin, puis ils prenaient conseil de cette personne-là quand ils faisaient l'offre d'achat. Aujourd'hui, avec l'inspection qui est disponible, ben, nous, on rentre dans la maison avec l'œil avisé, justement, puis l'acheteur, quand il va visiter la maison, il regarde le salon puis il pense je vais mettre ma télévision ici, il y a de la place pour mon sofa. Nous, on ne regarde pas la maison du même œil que lui. On va regarder la maison, on ne veut pas savoir s'il y a de la place pour une belle télévision. On veut savoir, y a-t-il des centres d'infiltration d'eau? Y a-t-il des dommages? Ça a-t-il bougé? Y a-t-il un problème avec le bâtiment? Fait qu'on le regarde tout simplement avec un autre œil, puis une expérience, puis des connaissances qui vont venir renforcer tout ça. Oui, expérience et connaissances, tu viens de le dire, parce que c'est facile d'avoir le beau-père ou le mononcle qui dit « Là, je vais regarder ça, je suis un entrepreneur général », mais il y a une différence clairement entre un entrepreneur général puis un inspecteur que lui, il a des certifications puis il a suivi une formation quelconque. Oui. C'est sûr que moi, je ne pourrais pas en construire une maison. Mais dire ce qui n'a pas été fait de la bonne façon, oui. Puis, il faut comprendre aussi que le beau-frère qui est plein de bonne volonté, plein de bonne foi quand il vient donner un coup de main à son partenaire, même si l'intention est bonne, le processus de l'inspection par rapport au milieu de la transaction immobilière, il y a des choses qui peuvent se faire qui ne se font pas nécessairement. Puis souvent, quand on a le côté papa, le protecteur, bien, le côté papa protecteur, des fois, c'est peut-être plus que ce qui est vraiment nécessaire dans le cadre d'une transaction immobilière. Ça ne fait pas toujours des bonnes inspections nécessairement, tandis que nous, on n'est pas impliqué émotivement avec l'acheteur. Nous, c'est vraiment de décrire l'état actuel du bâtiment. Oui, c'est ça. Tu le regardes vraiment d'un point de vue rationnel, puis toi, tu n'as pas nécessairement de lien avec la personne, fait que tu es capable facilement de mettre l'émotion de côté. De côté, c'est ça, il n'y a pas... Dis-moi donc, Stéphane, la différence entre une inspection pré-achat et pré-vente, outre le fait que le client il est différent. C'est pas le même client. Bien, honnêtement, pour le rapport d'inspection, pour l'inspection, ça va être la même chose. Okay. C'est sûr que pour le propriétaire vendeur, quand on fait une inspection pré-vente, le propriétaire, je n'ai pas besoin de lui expliquer c'est où son entrée d'eau dans la maison. Je vais la décrire dans le rapport où est l'entrée d'eau dans la maison. Je vais plus lui expliquer s'il y a quelque chose qui est mal fait au niveau de l'entrée d'eau. Puis l'avantage de faire des inspections pré-vente comme ça, c'est plus pour préparer le propriétaire à faire une bonne mise en marché de sa maison. Puis les défauts vont sortir pareil. Que l'inspection soit faite avant ou après l'offre d'achat, s'il y a un défaut sur la maison, ça va sortir à l'inspection. Fait que quand ça sort en, en amont, bien là, on est capable d'aller, le propriétaire a l'option du moins de corriger ou d'informer
ou de faire des estimés. Des fois, on n'est pas obligé de réparer, mais on peut faire un estimé et dire, gars, il y a un problème sur la fondation, j'ai fait faire un estimé, ça va coûter 800 $. Comme ça, les acheteurs savent à quoi s'attendre, puis il n'y a pas d'effet de surprise après avoir fait l'offre. OK. Point de vue tarif, ça peut tellement varier, j'imagine, que ce soit pré-vente ou pré-achat. Mais grosso modo, ça oscille autour de quel montant pour une inspection en moyenne? Une inspection, la fin 2023, début 2024, là, Ouais. Ça va varier entre 650 $ et 1 000 $. OK. C'est là-dedans que ça joue. Les facteurs qui vont influencer, souvent, ça va être la dimension de la maison. Ouais. Nous, on ne fera pas nos prix basés sur la valeur de la maison, parce que la même maison quand elle est installée sur un terrain qui ne coûte pas cher ou c'est installé plein centre-ville, la valeur va varier énormément, puis pourtant, c'est la même maison. Fait que nous, ça va être plus par rapport à l'âge de la maison, par rapport à la grandeur de la maison. Si on inspecte une maison de 6 000 pieds carrés, bien, c'est normal que ça va être plus long, l'inspection. La responsabilité n'est pas la même, fait que ça va être plus cher automatiquement que si on a juste une maison, si on inspecte une maison de 1500 pieds carrés. Là, Fait que ça ne veut pas dire que une inspection de condo, c'est moins cher qu'une maison, parce qu'il peut y avoir des très gros condos puis des très petites maisons. Bien, les condos vont coûter moins cher souvent, dépendamment qu'est-ce qu'on fait dans le condo. Okay. Quand on fait une inspection de condo, on peut faire soit juste la partie privative, c'est-à-dire l'intérieur où les gens vont habiter, puis se limiter seulement à ça, ou on peut faire la partie privative et les aires communes. Là, ça va être plus cher parce qu'il y a plus de choses. Bien, une inspection de condo, c'est plus ou moins un petit peu en bas de 500 $, si je ne me trompe pas, quand c'est juste l'intérieur. Ta job, c'est de trouver des bobos. C'est quoi le bobo qu'on retrouve le plus souvent, la surprise qu'on retrouve le plus souvent dans une inspection, Stéphane? Bien, pour nous, c'est plus une surprise parce que justement, c'est du répétitif, c'est ce qu'on trouve tout le temps. Mais je dirais qu'il y a deux choses, là. Puis la première, c'est ce qui est pris le plus à la légère par monsieur tout le monde, c'est l'eau. Dans le sens que la plupart du temps, on va avoir des terrains avec des pentes négatives où l'eau revient, quand il pleut, l'eau ruisselle vers la maison. Ça, c'est pris à la légère parce qu'on parle juste d'aménagement paysager, mais ça a vraiment un impact direct sur le taux d'humidité dans la maison, sur les risques d'infiltration d'eau. Fait que les pentes à la fondation, c'est quelque chose qui ressort presque à toutes les inspections. Puis si on va un peu plus concrète dans le bâtiment comme tel, bien, c'est les fissures aux fondations. Puis là, si on combine les deux, bien, le risque d'infiltration d'eau vient d'augmenter. C'est pas mal des choses qui vont sortir le plus souvent. Quand tu me parles justement de fissures de fondation, il y a des bonnes chances que c'est parce que la propriété a un certain âge. Mais ma prochaine question, Stéphane, puis tu peux peut-être me corriger si je me suis trompé dans cette affirmation-là. Est-ce qu'une propriété neuve, on peut dire, pas besoin de l'inspecter parce que justement, elle vient tout juste d'être construite, fait qu'il ne devrait pas avoir de fissures, il ne devrait pas avoir de problème d'eau et tout ça. Fait que, est-ce que c'est vrai ou c'est faux de dire ça? On y est en deux étapes. Pour répondre à ta question sur l'âge des maisons par rapport aux fissures, c'est étonnant de voir que même une maison neuve, les fissures vont se faire souvent lors de la première année. Il peut y avoir d'autres fissures qui vont se développer dans le temps, mais c'est pas parce que ça veut pas dire que la maison est vieille parce qu'il y a des fissures nécessairement, c'est juste il y en a des fissures. Puis maintenant, faire inspecter une maison neuve ou tout récente, souvent le réflexe, la maison est encore sous la garantie des maisons neuves, par exemple, ça sert à quoi de faire inspecter? Bien, ça sert que s'il y a un défaut sur la maison, puis que vous ne le savez pas qu'il y a un défaut, ça prend quelqu'un qui vous le dit des fois. Si vous ne savez pas qu'il y a un défaut, vous ne pouvez pas profiter de la garantie. S'il y a une inspection qui est faite sur une maison qui a 1 an, 2 ans, même quand elle est flambant neuve, s'il y a un défaut, bien, le contracteur, on peut profiter de la garantie. Si on vend la maison, puis elle a 6 ans, 7 ans, la garantie est finie, le même défaut sort, des fois, le vendeur, il ne comprend pas, il dit que je l'ai acheté neuve, là. Bien, il était là des fois au départ, mais personne ne vous en a avisé. Le contracteur ne s'en vantera pas qu'il y a quelque chose qui est mal fait dans la maison. C'est l'inspection qui va le déterminer. OK, je comprends. Maintenant, milieu rural, milieu urbain, est-ce qu'il y a une différence au niveau de l'inspection? C'est sûr qu'à la base, on va toujours regarder le bâtiment comme tel. Mais si on pense au milieu urbain, on pense aux maisons qui sont attachées à Montréal, par exemple, bien, c'est sûr que souvent, les fondations sont toutes attachées ensemble. Quand on va inspecter la façade d'une bâtisse, par exemple, on va aussi jeter un coup d'œil à la bâtisse du voisin. S'il y a une grosse fissure chez le voisin dans laquelle on peut se mettre la main au complet dans la fissure de fondation, où ils sont en train de faire du pieutage chez le voisin, mais il y a des bonnes chances que l'immeuble inspecté ait les mêmes problèmes, parce que c'est tout le même secteur, le même terrain. En milieu rural, bien là, c'est plus on va plus penser à l'environnement. Est-ce qu'il y a des champs de cultivateurs à côté qui pourraient amener des contaminants sur le terrain, au niveau des puits, ces choses-là? C'est pour ça que dans ces cas-là, on va offrir des tests supplémentaires justement pour vérifier si l'eau est potable, des choses comme ça.
Dernière question, Stéphane. J'ai remarqué que les inspecteurs font bien plus que juste regarder. Vous faites aussi de l'échantillonnage. Parle-moi de ça. L'échantillonnage, je vais vous donner un exemple. C'est si on est en train de faire l'inspection d'un bâtiment, puis on s'aperçoit que au niveau de la structure, il y a un champignon qui est en train de se développer sur une des poutres maîtresses ou quelque chose comme ça, bien là, on va informer le client qu'il y a un champignon qui pousse. Les champignons peuvent détériorer le bois ou affecter la santé des occupants. Des fois, ce qui est intéressant, c'est de savoir c'est quoi ce champignon-là, pour savoir justement est-ce qu'il y a des risques pour notre santé, est-ce que ma maison va s'écrouler à cause qu'il est en train de manger la structure. Fait que non seulement on peut prendre un prélèvement du champignon, on prend le prélèvement, on envoie ça au laboratoire, puis à ce moment-là, bien, les laboratoires vont nous dire c'était quoi ce champignon, puis on peut informer notre client de façon adéquate. La même chose, si on voit de la moisissure, on peut faire des tests de la qualité de l'air. S'il y a un puits, on peut faire un prélèvement de l'eau pour savoir si l'eau est potable, ce qui est nécessaire, entre autres, pour le financement des maisons. Puis toutes les autres petites choses, l'amiante, la même chose. Si on voit des produits qui contiennent de l'amiante, bien, on peut suggérer de faire analyser pour savoir si oui ou non il y a des risques pour la santé pour les occupants. Au-delà d'être un professionnel, vous êtes aussi un conseiller. Puis en tout cas, c'était très enrichissant. Un gros merci, Stéphane Blanchard d'Amérispec. Et merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci. Ça complète pour l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Si vous voulez revoir les émissions, n'hésitez pas à aimer la page Facebook de TV Laval et ainsi que vous abonner à notre chaîne YouTube, toujours au nom de TV Laval. On se retrouve pour un autre épisode de La Sphère immobilière.